Impossible désormais de faire semblant de ne pas le voir. Une partie de l'Église, et certainement pas la meilleure, tient Léon XIV en étau silencieux. Et il y a quelques jours, un cardinal l'a clairement fait savoir par une déclaration forte, faite devant tout le monde, comme pour clarifier les choses. Depuis, l'atmosphère au Vatican semble plus tendue, plus chargée, plus dangereuse. Mais combien de temps cela tiendra-t-il? Et que se passera-t-il lorsque la pression deviendra insupportable? Regardez jusqu'au bout. Il n'y a pas eu besoin d'attendre longtemps. Quelques heures après la fumée blanche, la machine à déclarations officielles avait déjà démarré. En quelques jours, les cardinaux les plus médiatiques, Cupich, Fernandez, Nichols, ont réussi à occuper la scène avec des mots qui laissaient peu de doute sur la direction de Léon XIV. Continuité avec François est devenue la phrase clé, répétée avec une insistance digne d'une campagne électorale. Cupich, d'Amérique, a salué Léon comme un travailleur infatigable, avec une vision très similaire à celle de François, soulignant sa capacité d'écoute, sa connaissance des 3 continents et son engagement à poursuivre le chemin synodal, y compris les laïcs et les femmes dans la gouvernance. Depuis Rome, Fernandez est allé encore plus loin. Sans attendre aucune confirmation papale, il a déclaré que la controversée Fiducia Supplicans ne finira pas dans un tiroir, assurant que le pontife ne l'abrogera ni ne la modifiera, signe, selon lui, d'une pleine adhésion à l'ouverture de son prédécesseur. Et puis, plus récemment, est arrivé Nichols, avec un discours qui a fait plus de bruit que les autres. S'exprimant à la chapelle Saint-Georges de Windsor, devant un public choisi qui comprenait même la princesse royale, le cardinal a clairement exposé quelle est, selon lui, la mission de Léonard de Vinci. De poursuivre les réformes de la curie, conçues par François, telles qu'elles avaient déjà été établies au moment de son élection. Dans son discours, il a rappelé comment les questions critiques de la curie avaient été discutées lors des congrégations générales du conclave et comment Léon était apparu comme le candidat idéal grâce à son expérience intérieure et à son esprit missionnaire. Nichols a déclaré qu'aucun autre papabile n'incarnait aussi bien les qualités nécessaires: connaissance de la machine vaticane, capacité intellectuelle, sensibilité pastorale. Mais le passage le plus significatif est venu lorsqu'il a expliqué que la rapidité de l'élection, seulement 4 tours en 2 jours, démontrait la volonté des cardinaux de résoudre rapidement toute incertitude sur la voie à suivre. Il n'y avait aucun intérêt à changer de direction. Et il a ajouté que l'un des objectifs prioritaires de Léon est de réformer la curie de manière synodale et universelle, en augmentant la présence de laïcs et de femmes au poste de direction. Nichols a habilement mêlé doctrine et politique, mais a laissé une certitude. Léon est considéré, par ceux qui l'ont élu, comme le garant de la continuité et non comme un innovateur autonome. Pourtant, derrière la confiance ostentatoire de Nichols, le doute subsiste quant à savoir si ces mots décrivent vraiment la volonté du pape, ou plutôt celle d'une faction puissante, qui semble presque vouloir rappeler publiquement à Léon qu'il a choisi et quel mandat lui a été confié. Si la force d'une faction se mesure aussi à sa capacité à raconter la réalité à son avantage, la faction progressiste au sein de l'Église n'a pas de rival. Dès que Léon XIV a mis le pied dans la loggia de Saint-Pierre, l'appareil médiatique s'est mis à le présenter comme l'héritier naturel de François, comme si c'était la seule interprétation possible. Ce ne sont pas seulement les cardinaux les plus éminents qui se sont exprimés, les journaux, magazines et portails catholiques, presque tous alignés sur le camp de l'ouverture, ont repris leurs déclarations et les ont amplifiées, les transformant en un chœur unanime. Les journaux les plus proches de Rome ont présenté chaque geste de Léon comme une confirmation de sa position progressiste. Le choix des femmes et des laïcs dans des rôles clés, la continuité de la synodalité, la prudence envers les traditionalistes, le silence sur Fiducia Supplicans. Même la prolongation de ces 2 jours de vacances à Castel Gandolfo a été interprétée comme une démonstration d'humanité et de sensibilité pastorale, comme si le simple fait de respirer était déjà un acte politique dans la bonne direction.
La machine narrative est si bien huilée qu'elle ne laisse aucune place aux interprétations alternatives. Les titres des journaux catholiques décrivent un pape à l'écoute et accompagnateur, un homme équilibré, garant du cheminement synodal. Mais ce qui est le plus frappant, c'est le naturel avec lequel ces descriptions semblent ignorer complètement les tensions réelles, comme si l'Église n'était pas divisée, comme si aucune résistance n'existait. Pourtant, quiconque connaît la dynamique du Vatican sait bien que cette image publique est le fruit d'un effort concerté. Les médias qui rapportent un pape déjà aligné sur une faction progressiste ne se contentent pas de rapporter, ils exercent une pression. Chaque article, chaque éditorial, chaque commentaire télévisé est une manière de réitérer, même au pape lui-même, les attentes de ceux qui l'ont choisi et de ceux qui le soutiennent. Ce n'est pas seulement une narration, c'est un conditionnement, un rideau de mots qui l'enveloppe, si épais qu'il nous empêche de voir si et quand Léo voudra prendre ses distances avec ce qui a été écrit sur lui. En regardant honnêtement, il est impossible d'ignorer que Léon XIV, s'il entend vraiment ramener l'Église à la tradition, devra faire face à une très forte résistance. Non seulement celle des médias et des cardinaux qui parlent déjà en sa faveur, mais surtout celle d'une structure interne, si profondément enracinée qu'elle semble inébranlable. Jusqu'à présent, sa stratégie a été le calme, le silence et des gestes mesurés. Mais cette prudence a un prix. Chaque jour qui passe, la pression augmente et le risque d'une explosion des tensions se fait plus évident. Car la réalité est simple. Aussi inconfortable soit-elle à admettre, la partie la plus fidèle à la tradition ne demande rien d'étrange, rien de nouveau, rien de réactionnaire. Elle demande seulement que l'Église soit ce qu'elle a toujours été, qu'elle préserve ce qu'elle a reçu. Mais cette demande est perçue comme une menace par beaucoup au sein de la structure actuelle du Vatican. Et c'est là que réside la tragédie. Si Léon devait faire trop de compromis dans les mois à venir, risquant de brader ce qui reste de la tradition pour maintenir une unité politique fragile, alors le danger d'un schisme deviendra réel. C'est un risque déjà présent, et il ne peut être dissimulé derrière les ruses de la diplomatie ou la rhétorique synodale. Les plaies ouvertes de l'Église ne peuvent être guéries en faisant semblant de ne pas exister. La vraie question est la suivante. Léo peut-il continuer à méditer et à tergiverser indéfiniment? Ou bien devra-t-il, tôt ou tard, choisir entre rester fidèle à la tradition et faire face à la rupture ou s'incliner définitivement devant une faction qui a désormais traité la tradition elle-même comme un obstacle? C'est la question qui plane sur Rome, et aucune stratégie politique, aussi astucieuse soit-elle, ne peut l'éviter éternellement. Qu'en pensez-vous? Si vous avez aimé la vidéo, laissez un commentaire. Amen. Que Dieu vous bénisse.